Bienvenue dans le podcast des Franco-Expats, le rendez-vous incontournable des familles expatriées aux quatre coins de la planète. Je suis Audrey, fondatrice des Franco-Expats, professeure de français langue maternelle et langue étrangère, maman d'une famille franco-allemande et expatriée en Allemagne depuis 2010. Ici, on parle de transmission du français et de bilinguisme, mais aussi de maternité, d'enfance et de parentalité à l'étranger, sans filtre ni tabou. Chaque épisode explore la réalité de la vie parentale à l'étranger, entre élever ses enfants et faire vivre sa langue et sa culture loin de ses repères, avec honnêteté, conseils concrets et regards multiples. Toutes les 2 semaines, des parents et des familles nous ouvrent leur cœur et leur quotidien pour partager leurs stratégies, leurs doutes, les échecs et les victoires de leur vie multilingue et multiculturelle. Des intervenants, des experts de l'enfance et parfois les enfants eux-mêmes viennent enrichir la conversation de conseils concrets et de regards uniques. Plongez avec nous dans ces histoires inspirantes, utiles et profondément humaines. Parce que vivre la maternité et la parentalité à l'étranger et élever des enfants bilingues loin de son pays francophone, c'est avant tout une formidable aventure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline qui habite en Allemagne à l'occasion du Podcaston. Alors le Podcaston, c'est un événement mondial où pendant une semaine, des milliers de podcasts mettent en avant une association de leur choix. Et donc Caroline est là aujourd'hui pour nous parler d'une association qui concerne les familles expatriées, Ratatouille. Bonjour Caroline. Bonjour, merci beaucoup de nous donner la parole aujourd'hui. On est très honorés de pouvoir présenter les projets de l'association dans le cadre du Podcaston. Merci aussi pour ta participation. Alors est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Alors, je suis maman de 2 enfants qui ont 11 et 13 ans. Ma fille est née en Allemagne et mon fils est né à Nancy et nous a suivis en Allemagne quand il avait 4 mois et demi. Je suis donc arrivée en Allemagne il y a 13 ans, un peu plus de 13 ans. Je travaille à titre professionnel dans le secteur bancaire et en termes de hobby, puisque je faisais beaucoup de sport avant et que quand je suis devenue maman et maman en Allemagne sans famille, dans le coin, papy, mamie qui pouvaient garder les enfants, solution de garde, il a bien fallu que je mette mon énergie à autre chose que le sport et donc j'ai créé un premier groupe Facebook pour les parents francophones en Allemagne. Enfin, ceux qui sont situés à Francfort puisque c'est la ville, où je réside et comme je ne trouvais pas sur les groupes existants les informations dont j'avais besoin et des atmosphères où je pouvais poser des questions, que je trouvais pertinentes en tant que maman. Alors pas forcément moi je me considère pas comme expatriée, je me considère comme immigrée. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est pas grave, on va créer ce premier groupe-là» et j'ai créé ce premier groupe avec ma sœur, qui est ensuite sortie gentiment. Ce premier groupe, en fait, a fait boule de neige puisque, aujourd'hui, je gère une trentaine de groupes Facebook, Waouh. sur différentes thématiques pour ne pas que tous les sujets explosent en même temps, les uns contre les autres parce que les gens n'ont pas forcément non plus, les mêmes, thématiques qui les impactent au quotidien. Donc j'ai créé, par exemple, un groupe pour les astuces de parents, comment se débrouiller pour, faire des repas rapides quand on n'a pas trop de temps, comment occuper les enfants à la maison avec des petits dessins, des activités, ce qui nous a aussi beaucoup servi, pendant, la pandémie et les lockdowns. Et j'ai fait des groupes également pour les Français de l'étranger, pour les Français en Allemagne maintenant. Voilà, donc ça c'est, mon hobby et de fil en aiguille en fait, et c'est de là où aussi est parti le projet de Ratatouille. C'est qu'au travers de ces groupes Facebook, j'ai été de plus en plus souvent contactée par des personnes qui étaient en situation de, violence, intrafamiliale et en fait, on a créé un premier groupe Facebook de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales en expatriation. Mais comme on n'avait pas véritablement de légitimité pour aborder le sujet, on s'est constitué en association. Donc c'est une association de droit français, qui est coprésidée par Julie Potosniak qui est située à Prague.
Nous avons été mises en relation toutes les 2 par Vassili Lemoine, qui est le président du conseil consulaire de Prague, qui a pensé que notre duo ferait, un excellent travail. Il a eu raison et donc nous avons, lancé cette association où là, plusieurs personnes nous ont rejoints, depuis, 1 an et demi, donc la création, officielle de Ratatouille. Nous avons une étudiante qui est actuellement en doctorat, en droit en Allemagne, donc elle a fait un master en France auparavant. Nous avons un ex-gendarme situé, à Graz en Autriche. Nous avons, un responsable de la communication sur les réseaux sociaux qui est à Francfort. Nous avons une, superwoman, je ne peux pas la qualifier autrement, qui est au Portugal, qui est également présidente d'une autre association avec laquelle nous avons établi un partenariat. Donc Isabelle, qui aide aussi les personnes en situation de violence intrafamiliale. Nous avons également notre trésorier qui est à Prague et on est tous rejoints par l'objectif d'aider autant qu'on puisse le faire et sous couvert qu'on ait aussi les possibilités légales de le faire. Par exemple, notre association sans avoir une personne qui soit juriste de formation, n'est pas habilitée à donner des conseils juridiques. Alors ça, c'est très important puisque c'est un peu le nerf de la guerre. Les victimes ont essentiellement besoin d'informations juridiques et de pouvoir faire valoir leurs droits devant la justice. Et donc, nous commençons à avancer sur le chemin. Alors déjà, c'est très important de recueillir la parole des victimes parce qu'elles ne sont pas vraiment entendues sur le fond du problème et elles ont besoin d'avoir quand même des renseignements sur qui contacter, où trouver de l'aide concrète. Par exemple, alors nous, on peut effectivement faire des collectes de biens matériels. Si jamais une maman, par exemple, était en difficulté matérielle, on peut récupérer des poussettes, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Et donc, de fil en aiguille, ce projet a grandi. Alors, Ratatouille n'a pas pour objet que de s'occuper que des violences intrafamiliales en expatriation, mais aussi on peut récolter des fonds et on peut organiser aussi des activités pour animer la communauté des Français de l'étranger, parce que même si on s'attache aux victimes et notamment parmi les victimes, il y a beaucoup de mamans. Il n'y a pas que des mamans, mais dans le cadre des papas, on est sur d'autres types de violences. On est souvent sur de l'enlèvement d'enfants, par exemple. Eh bien, tout le monde a besoin d'activités réjouissantes pour se sentir mieux. Et donc, ça fait aussi partie des objectifs de Ratatouille, de pouvoir organiser des choses localement pour animer la communauté. C'est très, très chouette, moi, je trouve. Juste une petite question comme ça, un peu à côté. Est-ce que tous les membres du noyau, est-ce que vous êtes déjà vus en vrai? Ou est-ce que ça passe tout pour internet? Parce que vous êtes quand même bien dispatchés en Europe. Oui, oui. Alors, Yann et moi, nous voyons régulièrement puisque nous sommes tous les 2 de Francfort. Mais pour l'instant, non, on n'a pas eu l'occasion Ouais, de se oui. rencontrer autrement que via les réseaux sociaux. Et c'est aussi en ça que c'est très intéressant, les réseaux sociaux, parce que on entend souvent des réseaux sociaux que, c'est un monde, où il y a beaucoup de harcèlement, de mauvaises choses et il y en a. On en a eu, je pense que chacun a des histoires à raconter sur le harcèlement en ligne qu'il a pu, subir, et également au travers de Ratatouille. Mais, on peut aussi faire de très belles choses si on s'en donne les moyens. Et c'est aussi ce que j'ai voulu faire au travers de mes groupes, c'est, de donner de l'information utile à la disposition des personnes qui en avaient besoin. Donc en fait, c'est essentiellement de l'information que je lisais pour moi, que je trouvais intéressante. Je me suis dit: «Bah, tiens, je ne suis pas la seule, probablement», donc je le repostais. Puis ça me faisait aussi des groupes, ce que j'appelle post-it électroniques. Et en fait, je suis quand même très vigilante sur mes différents groupes à ce que l'ambiance reste bonne, qu'il n'y ait pas de harcèlement et surtout de ne pas ou de ne plus laisser accès au groupe et à la communauté à des personnes qui se seraient pas comportées correctement, par exemple.
Et ça, il y en a dans toutes les communautés. Oui, de toute façon, ça, c'est un effet Facebook. Il y a, comme tu dis, beaucoup, beaucoup de haine, mais il y a aussi beaucoup d'entraide et on peut Mmh, trouver de très, très belles, personnes et de très belles idées, donc mmh, voir toujours le côté positif. voilà. Combien de personnes y a-t-il dans l'association en tout? Alors, en plus des personnes que tu as citées, est-ce que, des personnes «lambda» entre guillemets, je dirais, peuvent être adhérentes pour vous soutenir ou agir localement? Alors oui, ce sera dans un second temps, puisqu'on a déjà beaucoup de personnes qui se sont, montrées intéressées pour nous aider, mais on a besoin pour l'instant de porter ce projet un petit peu plus haut avant, de les intégrer de manière plus officielle dans la structure. Alors ça fait un petit peu, les gens sont sur liste d'attente et je suis désolée pour ça, mais effectivement, on a quand même beaucoup de gens qui souhaitent nous aider, mais on a besoin, nous, d'encadrer, les choses plus en amont avant de les laisser rentrer puisque on manque aussi de temps. On travaille tous quasiment à côté, de l'association et on a des enfants également. Donc on a besoin de structurer les choses avant de que les personnes puissent nous rejoindre. Mais effectivement, même localement, je pense qu'il y a une dizaine de personnes qui se sont montrées, prêtes à aider. Je trouve ça super chouette et dès que ce sera possible, on les fera effectivement rentrer dans l'association. Alors pour aider, les victimes, de violences intrafamiliales et aussi pour, comme je le disais, organiser des événements, de la culture, francophone ou française et je pense que c'est aussi important de dire qu'on s'adresse pas qu'aux Français, on s'adresse aux francophones, parce que les Belges, les Canadiens, les Africains francophones, bah, ont aussi les mêmes problématiques en fait, hein, que nous. Mmh. C'est important toujours de le rappeler qu'en effet, le français, ce n'est pas que la France, mais Non, la francophonie est très, très, très vaste, ouais. oui. Et alors, où est-ce que vous agissez? Parce qu'il y a différentes lois selon les pays. Alors, est-ce que vous pouvez agir partout dans le monde ou non? Alors nous, on répond à toutes les demandes, peu importe d'où elles nous arrivent. Dans les faits, elles nous arrivent plus des pays limitrophes en fait. Et on a des partenariats avec d'autres associations qui, elles, sont, soit elles sont plus élargies, je pense notamment à Mots et Mots de Femmes qui intervient vraiment partout, ou alors elles sont vraiment, focalisées localement, sur l'aide aux victimes dans un pays donné. Mais effectivement, on répond, à tout le monde. Et donc ça pose pas de problème juridique? Enfin, je sais que des fois, en fonction des pays, les lois Alors, sont très différentes. on ne donne pas de conseils juridiques. Et on va dire l'enjeu principal pour les victimes, c'est d'assurer les moyens de leur défense. Pour cela, il faut, peu importe le pays, de ce qu'on a constaté, un minimum de 20 000 euros. Le souci, c'est que quand on a des conjoints suiveurs qui se retrouvent en situation de violence, en général, la personne n'a pas pu travailler ou n'a pas pu beaucoup travailler, n'a plus accès à son, indépendance financière et n'a pas les moyens du tout d'assumer, sa défense. Alors là, on est en train de, réfléchir et le barreau de Paris est en train de mener une action de laquelle on est en train de se rapprocher pour démocratiser une solution qui a été mise en place à Singapour et à Singapour, ce qu'elles ont fait, c'est absolument génial. C'est une on peut dire une cellule, d'accueil d'informations juridiques, menée par des spécialistes du droit, de manière à pouvoir démocratiser ça dans tous les pays où il y a des juristes francophones qui seraient d'accord pour participer. Donc là, c'est quelque chose qui est en discussion et auquel, on sera ravis de participer parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre, que les victimes puissent assurer leur défense. Sur le droit, on a toujours les mêmes conventions qui, régissent, qui chapeautent les situations juridiques. Il y a, les accords de Bruxelles II et la convention de La Haye, où là, on va encadrer notamment, bah, tout ce qui est, enlèvement d'enfants, où on va mettre en avant l'intérêt primordial de l'enfant. Alors ce qui est un petit peu curieux, puisqu'on ne retrouve aucune définition de ce qu'est l'intérêt primordial de l'enfant et donc ça laisse libre cours aux juridictions locales de déterminer par elles-mêmes ce qui est mieux pour l'enfant. Et en général, les juridictions locales statuent dans c'est mieux, enfin, statuent
en indiquant qu'il est mieux pour l'enfant de rester dans son nouveau pays de résidence. Et c'est également le cas quand les 2 parents sont français ou francophones, ça ne change rien. Même si, le conjoint qui a été victime de violences ou l'enfant qui a été victime de violences souhaite repartir en France, si un des conjoints refuse le retour des enfants en France, alors les enfants resteront dans le pays d'accueil. C'est terrible ça, hein? Ouais. Ça ajoute de la violence à la Mmh. violence puisque, Ouais. on a vu des dossiers où malheureusement, alors c'est souvent le cas des mamans, où les mamans qui avaient la garde de leur enfant, où il y a eu des violences exercées par le papa envers la maman, qui ont été, constatées et cetera, prises en compte par la justice. La garde a été confiée à la maman et malheureusement, la maman n'ayant pas été en mesure de travailler, a été obligée d'abandonner son enfant dans le pays d'accueil pour retourner en France pour pouvoir travailler. Mmh. Ouais, ça comme tu dis, ça rajoute de la violence à la violence et Mmh mh. je pense que la violence dans ces cas-là est loin d'être minime donc on compatit beaucoup avec toutes ces familles. Mmh. Quand est-ce que vous avez lancé l'association? Alors l'association existe depuis 1 an et demi. Mmh. Et donc elle faisait suite à un groupe, donc le groupe de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales en expatriation, qui lui a été créé il y a 3 ans, pour pouvoir justement, offrir un vase de communication spécifique pour ces thèmes-là. Ouais et en fait, ma question qui en découle, c'est combien de familles vous avez pu aider depuis, la création de ce groupe ou de l'association? Une vingtaine. Isabelle qui est au Portugal, elle aide beaucoup plus de familles parce qu'elle a des moyens qui lui sont propres. Mais nous, de l'autre côté, on aide une vingtaine de familles. Alors on fait régulièrement le point avec elle et notre force, c'est au travers des groupes Facebook que j'ai créés, j'ai été de plus en plus amenée à être en relation avec nos représentants des Français de l'étranger, avec les consulats et cetera et on essaye de porter aussi les problématiques de ces familles-là auprès de nos représentants des Français de l'étranger. C'est quelque chose qui est très long puisque ça fait pas forcément partie des objectifs politiques de nos représentants, mais c'est quelque chose qui commence à porter ses fruits parce que maintenant on voit que le sujet est de plus en plus souvent évoqué lors des débats, des présentations de nos représentants des Français de l'étranger et on voit que le sujet commence effectivement à intéresser. Donc c'est aussi charge à nous de continuer à les raccrocher au wagon en permanence et de leur dire: «Bah, là, on a besoin d'aide» et preuve en est que le barreau des avocats de Paris commence effectivement à s'intéresser de près au sujet et souhaite, mettre en place des solutions. Ça a fait réponse à, un lobbying positif des différents acteurs, puisqu'on n'est vraiment pas les seuls, hein, des différents acteurs sur le sujet des violences intrafamiliales en expatriation. Et est-ce qu'on a des chiffres concrets de la violence en expatriation? Alors de manière générale, hein, tu as dit la violence faite aux femmes, les enlèvements d'enfants et cetera. Mmh. Alors, seuls les consulats seraient habilités à récupérer ces statistiques et à les faire remonter. Nous, malheureusement, on n'y a pas accès et pour éviter que les victimes, perdent du temps, puisqu'on sait que les consulats ne souhaitent pas intervenir. Alors quand c'est, par exemple, un consulat français ou une ambassade française, que le litige concerne 2 personnes privées françaises, ne souhaitent pas intervenir dans un litige entre 2 personnes, privées françaises. Ou alors, ne souhaitent pas faire d'ingérence quand il s'agit, bah, d'un couple, franco quelque chose. On le sait, on va pas envoyer les victimes au casse-pipe et leur dire: «Allez, vous renseigner auprès du consulat». Donc du coup, on n'a pas véritablement de chiffres. De ce que nous, on observe, je pense qu'il y a facilement plusieurs centaines de femmes françaises, plus leurs enfants, qui sont coincés à l'étranger. Alors, elles ne sont plus forcément en état, enfin, en situation de violence. Je pense qu'on approcherait quand même du millier. Mais là, c'est qu'une analyse, basée sur ce qu'on voit sur les réseaux. Après, tout le monde, ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux. Peut-être que certaines personnes, se manifestent trop aussi sur les réseaux sociaux. Donc ce serait quelque chose qui serait hyper intéressant à avoir, des vraies statistiques,
sur le sujet et pour l'instant, on n'en a pas, mais ça fait partie aussi des objectifs, de l'association d'avoir accès, de constituer ces statistiques-là. J'imagine que c'est quelque chose de compliqué quand on sait que de manière générale, la violence faite aux femmes en France, déjà, on dit toujours c'est un chiffre bien en deçà de ce qui est vraiment, parce qu'il y a celles qui n'osent pas parler, celles qui ne veulent pas se l'avouer, etc. Donc, ouais, j'imagine que c'est en effet très très compliqué de pouvoir chiffrer exactement cette violence en expatriation. Mmh mh. Et puis, bah, vous allez forcément, dans le cadre des victimes, exprimer une situation de violence au sein d'une micro-communauté, en fait, hein. Sur Francfort, on est à peu près, 15 000 Français, sur Francfort et puis les alentours. Bah, quand vous portez cette information, vous avez les loupes quelque part de la communauté posées sur votre situation familiale. C'est pas forcément quelque chose que les victimes, souhaitent et alors nous on assure une confidentialité aux personnes qui, nous évoquent leur dossier. Mais justement après on peut pas évoquer qui sont les victimes, quelles sont les victimes. Simplement, bah, moi je peux dire entre guillemets de manière générale, par exemple, bah, oui, à l'école française, les professeurs font cours à des enfants dont la maman a été violée la veille, par exemple. Ça je peux le dire parce que je le sais. Mais on va pas donner des noms de ces Ouais. victimes. Elles souhaitent elles-mêmes être un peu protégées et c'est aussi pour ça qu'elles viennent vers nous particulièrement, c'est parce qu'elles savent qu'on va protéger leur anonymat. Oui, ça fait sens, évidemment. Oui, parce que quand c'est pareil sur d'autres dossiers, quand l'agresseur est un proche, bah, soit des représentants des Français de l'étranger ou alors de quelqu'un qui travaille au consulat ou alors qu'il est lui-même élu ou lui-même travaille au consulat, c'est compliqué. C'est des situations Mm. qui deviennent encore plus inextricables. Malheureusement, oui. Alors concrètement, si une famille qui t'entend aujourd'hui, comment déjà elle peut vous contacter et comment se passe une aide? Alors, elle peut nous contacter, via la page, de Ratatouille. On organise également, 2 fois par an un séminaire de discussion en ligne autour des violences intrafamiliales. Alors cette année, je pense que ce sera également, le 8 mars en fin de journée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et on en fait une également aux alentours, enfin en fin novembre. Donc, ces personnes peuvent tout à fait nous rejoindre dans le cadre des discussions. Nous contacter également, bah, quand les personnes nous contactent par Ratatouille, on communique nos numéros de téléphone de manière à pouvoir échanger de vive voix parce qu'on a toujours plus de renseignements de vive voix dans un sens comme dans l'autre que simplement en évoquant, des situations par écrit. Et nous, après, on fait les interfaces si jamais, la victime a besoin de plus amples renseignements, ben, on va aller chercher les renseignements auprès des personnes qu'on connaît, le réseau qu'on a établi aussi, pour obtenir des renseignements. D'accord. J'imagine que toi et tes collègues dans l'association, vous devez voir de nombreuses histoires tragiques. Est-ce que tu as quand même, tu peux nous partager une ou plusieurs histoires qui se sont bien terminées pour la personne ou les enfants violentés? On peut malheureusement pas en trouver parce que comme les victimes sont dans des contextes déjà de violence, on sait également que, les situations de stress engendrent des terrains inflammatoires, par exemple pour les maladies. On constate qu'on a des victimes qui se retrouvent avec, des maladies graves. On a du coup, ça peut aussi être le motif pour elles de rentrer en France, malheureusement en abandonnant leurs enfants. Parce qu'elles ne peuvent plus non plus physiquement, lutter sur place, s'occuper de leur maladie et cetera. Après, on nous contacte pas quand ça va bien. Alors Oui. je souhaite qu'il y ait des expériences qui sont positives, mais celle-là, c'est pas celle que Ratatouille voit. Nous, on s'occupe vraiment des situations un peu plus compliquées. Merci pour ton témoignage, pour tout ce que vous faites avec l'association. J'imagine que ça doit pas être facile, au quotidien de voir toute cette violence, toutes ces histoires, difficiles à vivre, donc merci pour votre travail, pour ton témoignage. Je mettrai de toute façon dans la description du podcast les liens pour, le groupe Facebook ou la page pour vous contacter en tout cas si besoin. Bah, écoute, c'était un grand plaisir. Peut-être que,
Un message de prévention à adresser à nos futurs expatriés: soyez vraiment très attentifs à conserver votre capacité à travailler, à constituer de l'épargne de précaution, puisque, quand vous savez que le coût d'une procédure de divorce vous coûtera plus cher que votre mariage, il faut être en capacité de le financer. Donc, constituez cette épargne de précaution et n'y touchez pas. C'est une grosse somme, mais c'est très important. Battez-vous pour apprendre la langue locale, ça va faire aussi grandement la différence pour vous permettre déjà de travailler. Puis si les choses se passent bien, tant mieux. Si elles se passent mal, vous serez plus en mesure de vous intégrer parce que vous aurez besoin d'un soutien local, vous aurez besoin d'aller vous expliquer auprès d'administration locale également. Donc la maîtrise de la langue est très très importante. Et puis, on le rappelle souvent, c'est des messages qui sont un peu martelés, mais les victimes ne sont pas seules. Alors c'est vrai que quand elles sont enfermées dans leur foyer, elles se sentent, seules et démunies, mais c'est exactement ce qu'on essaye de mettre en place, c'est la force du réseau. Et là, on constate quand même un point de bascule un petit peu, sur la communauté des Français de l'étranger, en fait, dans son ensemble. C'est vraiment un sujet qui commence à vraiment être pris au sérieux et le rôle de la prévention est très, très important. C'est-à-dire que ayez bien en tête que si vous partez à l'étranger, que vous avez un enfant même avec une personne française à l'étranger, si vous vous séparez et que le conjoint n'est pas d'accord pour le retour des enfants, les enfants vont rester dans le pays d'accueil, peu importe la situation financière, peu importe la situation de violence physique éventuelle, ou sexuelle éventuelle, ou financière éventuelle, mais que quand on est conjoint suiveur à l'étranger, on est quelque part de fait mis dans une situation de violence économique. Il est très important que vous puissiez travailler. Même un tout petit peu, puisque si vous êtes écarté d'une carrière ou du chemin professionnel pendant plusieurs années, vous aurez encore plus de difficultés à retrouver du travail. Je crois que c'est un très beau mot, en effet, de dire de prévoir, même si évidemment c'est pas ce qu'on se souhaite, mais en effet de prévoir au cas où, parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite et tout peut arriver malheureusement. Oui, et par exemple, les contrats de mariage, certains pays ne les reconnaissent pas. Donc c'est pas, partir avec notre petite, idéologie franco-française en se disant: «Ce qu'on a contractualisé en France, on va pouvoir, exporter cela, à l'étranger». Parce que y compris dans les pays voisins de la France, y compris dans les, pays, de l'Union européenne, certains États ne reconnaissent pas, ces contrats spécifiques Mmh. français. Le PACS, par exemple, tout simplement, hein, qui protège en France, qui est une solution de protection, n'est pas reconnu en Allemagne. C'est des choses tout bêtes auxquelles on ne pense pas. Mais on a encore beaucoup de choses, à faire d'un point de vue européen et moi je crois beaucoup au fait que, on doit avancer sur le sujet du droit européen de la famille. Parce qu'il y a des solutions, à mettre en place dans l'intérêt des familles et des Européens. Le champ est libre, c'est aussi le champ des possibles. Et je rajouterais d'ailleurs à ce sujet que quand on part dans un pays, étranger, de se renseigner en effet sur ces droits-là, les lois locales Mmh. pour les familles. Parce qu'en effet, comme tu dis en Allemagne, moi aussi j'ai vu en Allemagne, il faut aussi se protéger. Pourtant on pense pays voisins, pays européens, ça va être facile au cas où. Et non, en effet, c'est très intéressant, et je pense important quand on a une famille, quand on a des enfants, de savoir, tiens, si jamais il y a quelque chose, comment ça se passe exactement? Qu'est-ce qui va m'attendre? Je Ouais. pense que ça peut être une préparation aussi un peu psychologique de se dire, OK, il peut y avoir toutes ces difficultés. Même si Mmh. évidemment, c'est pas ce qu'on souhaite, de peut-être le connaître, ça peut peut-être un peu aider aussi à se préparer pour éventuellement le jour où il y en a besoin. Le souci qu'on a, c'est qui est-ce qui est chargé de prévenir les Ouais. Français de l'étranger quand ils partent en expatriation? Ça dresse pas un portrait forcément, très positif de l'expatriation et de parler d'un risque, alors un risque, c'est, une occurrence faible pour des conséquences graves, donc il y a peu de chances que ça arrive parce on parle quand même d'une situation qui est à la marge. Il y a peu de chances que ça arrive, mais quand ça arrive, vous avez des grosses conséquences.
Et malheureusement, il n'y a pas de garantie du gouvernement, qui est un véritable sigle d'ailleurs au passage, sans garantie du gouvernement. Et comme dirait un de mes proches qui nous a beaucoup aidés, depuis le début en fait, hein, avant qu'on constitue l'association, avant qu'on constitue le groupe des violences intrafamiliales, c'est un élu local de Francfort. Il dit toujours: «Il y a pas de SAV de l'expatriation en fait, hein». Mmh. Mais c'est bien que tu le précises aussi de dire, c'est le côté moins «glamour», je vais dire entre guillemets, de l'expatriation, mais c'est vrai que beaucoup idéalisent l'expatriation et l'expatriation, c'est pas quelque chose de tout rose. Il y a les difficultés alors, sans forcément parler directement des violences, qui peuvent arriver ou des gros, gros problèmes, mais il y a les problèmes simples de la vie quotidienne qui peuvent arriver. Je pense qu'on a beaucoup idéalisé, nous-mêmes, hein, parce on est des gens optimistes et positifs et si on imagine les difficultés avant qu'elles se présentent à nous, on ferait pas grand-chose de notre vie. Mmh. C'est Heu vrai. et puis on est aussi, des gens qui aiment se retrousser les manches quand des difficultés arrivent, on essaie de les surmonter les unes après les autres. Mais voilà, est-ce que, on a envie de, brosser, voilà, ce portrait, dangereux d'expatriation? Non. Est-ce que les Français auraient toujours envie de partir à l'étranger en expatriation si on leur disait systématiquement: «Bon, attention, voici les risques» et cetera? Je suis pas sûre. Après, il est important tout de même de faire une prévention. Sur la forme, c'est compliqué à faire. C'est très compliqué à faire. C'est pour ça que nous, on choisit le schéma des réseaux sociaux parce qu'on a un peu plus de liberté de parole. On a la possibilité aussi de faire remonter des commentaires de manière anonyme et cetera. Parce que malheureusement, quand on parle de ces sujets-là, ça rentre en conflit avec une projection idéalisée, ou peut-être que c'est parce que ces personnes-là vivent une expatriation idéalisée et il y a des gens qui ne veulent pas entendre. Il y a des gens qui ne veulent pas lire ce genre de choses, qui pensent qu'on est des rabat-joie, qu'on critique et cetera. On fait juste remonter des informations de terrain, mais on comprend aussi que ces personnes-là ne veulent pas que, leur monde intérieur d'expatriés, ou pour lesquels tout se passe bien et on est très content pour eux, ne veulent pas que les fenêtres se cassent, en fait, hein. Ouais, mais justement et c'est pour ça que cet épisode est là, on est aussi là pour dire: «Oui, ça existe, oui, il faut le savoir si on a besoin, bien sûr, mais de manière générale, avoir conscience que ça peut arriver, à soi ou à d'autres, hein, bien sûr Mmh. et en parler pour pas que ce soit un tabou et pas que ce soit, justement, ignoré, Mmh mh. de la population». Ouais et peut-être aussi un message, important, si vous avez le sentiment et ça c'est valable aussi pour la France, hein, que un de vos proches est en situation, de violence et que vous avez peur de le confronter par rapport à ça, de le mettre mal à l'aise et cetera. Vous avez toujours la possibilité de lui communiquer des informations de manière anonyme. C'est par exemple, lui offrir un livre sur le sujet, le faire livrer chez lui de manière anonyme, imprimer, par exemple sur la page de Ratatouille pour, l'Allemagne par exemple, on a établi une liste de numéros de téléphone dont on sait que, normalement ils répondent. L'imprimer, l'envoyer par la poste de manière anonyme. C'est vrai que c'est toujours difficile d'être dans la position d'observateur ou d'observatrice de violence. On ne sait pas trop comment a aborder le sujet. Mais nous, on peut répondre. On le fait donc pas sur des points juridiques encore une fois, mais là, on peut mettre en contact avec des spécialistes. En revanche, sur tout l'aspect, des violences, il y a des possibilités qui existent auxquelles nous, on a accès, ne serait-ce que de par notre réseau et on sait écouter. On sait écouter et également, j'ai créé un autre groupe qui s'appelle le Club des femmes fortes où je mets à disposition des outils, on va dire «développement personnel», entre guillemets, parce que je trouve que le mot est un peu repris à toutes les sauces, où là, c'est un espace où notamment les femmes peuvent avoir accès à des choses qui vont les motiver sans qu'elles aient pour autant accès à du temps et de l'argent. Parce que on a beaucoup d'expatriés qui vivent la grande vie d'expatriés. On est très content pour eux, encore une fois, mais ce qu'elles expriment n'est pas accessible à beaucoup de mamans, par exemple, en situation de violence.
Quand, quelqu'un dit, par exemple: «Ah bah, je sais pas, prends des billets d'avion, va passer le week-end à Ibiza». Bon, non, c'est non. Donc j'ai créé aussi cet espace et on essaye de, pas de coacher, mais de, redonner confiance aux victimes dans leur capacité, pas à résoudre seules la situation, mais à aller de l'avant, en fait, hein, parce qu'il y a pas le choix. On a le droit de, faire une pause sur son chemin, on a le droit de faire un pas en arrière sur son chemin, faire de pas de côté, de tomber, mais il faut continuer à aller de l'avant, peu importe. Peu importe si on a, perdu une jambe entre-temps et cetera. Ce qui constitue la force d'une personne, c'est pas sa capacité à aller loin, c'est surtout sa capacité à se remettre debout une fois qu'elle est tombée. Et c'est très important aussi. Alors, merci d'avoir pris la parole aujourd'hui et de nous avoir présenté l'association et tout ce que vous faites pour aider les familles en difficulté. Bah, merci à toi de nous donner la parole. C'est vrai qu'on saisit ces occasions avec beaucoup d'intérêt, pas pour nous, mais parce que, bah, les victimes ont besoin que les lumières soient portées sur leur situation individuelle. Si cet épisode vous a inspiré, rassuré ou donné envie d'aller plus loin dans l'aventure du bilinguisme et de l'expatriation en famille, sachez que vous n'êtes pas seul. Sur le site des Franco-Expats et sur les réseaux sociaux, vous pouvez retrouver des cours en ligne spécialement conçus pour les enfants expatriés, des ressources pratiques, des témoignages et une communauté active de familles qui jonglent entre langue, culture et fuseaux horaires. Retrouvez tous les épisodes du podcast ainsi que nos contenus dédiés aux familles expatriées sur lesfrancoexpats.com. Pensez à vous abonner, à partager cet épisode autour de vous et à nous laisser un avis. C'est grâce à vous que cette belle aventure continue de grandir. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, continuons ensemble à faire voyager la langue et la culture francophone aux quatre coins du monde.